Vous construisez un SaaS et vous hésitez sur les fonctionnalités essentielles à intégrer? Je vous arrête tout de suite, on va pas réinventer la roue. La majorité des SaaS qui fonctionnent ont souvent les mêmes fondamentaux. Dans cette vidéo, on va détailler ensemble les 7 features indispensables pour poser des bonnes bases. Cela va vous permettre de pouvoir améliorer votre expérience utilisateur et augmenter votre taux de conversion. On passe sur le PC tout de suite. On est parti, on se retrouve du coup sur le PC, vous allez voir mon écran et on va du coup détailler ensemble ces 7 fonctionnalités qui sont indispensables selon moi. On va commencer par le premier qui est du coup un onboarding clair. Alors pour ça, je vous ai récupéré à chaque fois des exemples, des illustrations et on va en parler ensemble. Je vais détailler, on va rentrer dans les détails de pourquoi ça fonctionne et pourquoi c'est ultra important. On est parti. Alors pour l'onboarding clair, l'intérêt d'un onboarding réussi, on va dire, c'est que c'est le début de l'aventure pour votre utilisateur. Il va arriver, il va s'inscrire, il va se connecter. Il faut que tout de suite, il soit guidé et qu'il comprenne ce qu'il doit faire, pourquoi et comment. Et pour illustrer ça et quelque chose qui marche bien, on va commencer du coup par Canva. Je vous ai récupéré une petite capture d'un site, parce que j'ai déjà un compte Canva, donc l'onboarding a déjà été skippé. Et par fianti, j'avais pas envie de recréer un compte, mais du coup j'ai pu retrouver des petits screens. Donc là on voit qu'en gros, partie inscription, donc ça on a compris, on s'est inscrit, on se connecte, etc. La première intention qui va venir de Canva, du coup, c'est de pouvoir du coup poser une question à l'utilisateur. Donc là Canva a fait le choix en gros de savoir en gros comment et pourquoi vous allez utiliser notre outil. Donc on répond à un petit questionnaire, pas de souci, c'est la première phase, on commence comme ça. Ensuite, on a une vidéo d'onboarding. Rappelez-vous, je vous en ai parlé, j'ai rabâché cette fonctionnalité-là qui était ultra importante, c'est entre guillemets comment utiliser l'outil. Et ça, c'est ultra important pour un SaaS. L'utilisateur, s'il est accompagné, il est tenu par la main, il pose pas de questions. S'il pose pas de questions, il n'a pas de doute. S'il n'a pas de doute, il utilise le produit le plus rapidement possible et il aura du coup cette sorte de fluidité qui fait qu'en gros, il va apprécier. Et ça fait partie de l'expérience utilisateur. On voit que Canva, eux, propose dans une petite pop-up une vidéo. Donc, comme je vous avais déjà proposé, vous faites une vidéo d'onboarding, où vous expliquez à l'utilisateur, en gros, vous le remerciez d'être venu, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et comment il va pouvoir le faire, pas à pas, avec des vidéos, des screenshots, des sliders. Il y a plein de méthodes, mais c'est important de mettre ces fonctionnalités en place, cette feature de comment on utilise l'outil qu'on propose. Ok ? Donc ça, c'est la première partie. Donc on est accompagné, on voit la petite vidéo. Et puis de temps en temps, bon là, eux, ils ont un peu exagéré avec des petites questionnaires, etc., des petits opt-in. Ça, c'est vraiment optionnel, j'ai envie de dire. Et le deuxième screen que je voulais vous montrer, c'était aussi la partie accompagnement qui suit avec, vous savez, les différentes étapes. C'est qu'une fois que je me suis inscrit, ok, l'onboarding, j'ai la vidéo présentation, c'est bien. Mais maintenant, des fois, il y a des utilisateurs qui ne maîtrisent pas tous les outils. Et du coup, ils aiment bien encore être tenus par la main pour réaliser la tâche et ce pourquoi ils sont là. Et là, on voit que Canva, normalement, vous le voyez bien si j'ai bien zoomé. Ça devrait être bon. Je vais rezoomer un petit peu pour le montage. Au pire des cas, je mettrai au montage en plus gros si nécessaire. Mais on voit bien qu'en gros, on est sur l'étape 1 sur 4. Ok, comment vous réalisez un design avec Canva? Première étape, je commence par exemple avec un template, étape 1. Et ensuite, étape 2. Vous avez en gros, soit vous faites suivant, et ça vous montre tout ce que vous pouvez faire pour arriver à réaliser quelque chose, en général en 3, 4, maximum 5 étapes. Sinon, peut-être que ça demande un onboarding un peu plus complexe, et là, il faut se poser des questions sur le cheminement. Ou tout simplement, on peut squeezer ou zapper l'accompagnement, le skip tour, comme il y a marqué. Si l'utilisateur est aguerri ou est familier avec ce genre d'outils, en général, il va skipper. Mais c'est ça, un bon onboarding. Ça va considérablement, c'est vraiment à ne pas sous-estimer, ça va vraiment considérablement augmenter l'expérience utilisateur. J'arrive, je sais pourquoi je suis là, je me suis inscrit, donc je sais la promesse a déjà été validée. Mais comment j'arrive à atteindre mon objectif? L'onboarding est là pour répondre à cette question. On passe à la deuxième partie avec une gestion de compte intuitif. Ça aussi, on l'a déjà évoqué, mais c'est ultra important d'avoir... Alors là, cette fois-ci, j'ai pris pour exemple... J'en ai pris plusieurs, on va le voir tout de suite. Avant, j'aimerais expliquer un petit peu. Qu'est-ce que j'entends par une gestion de compte intuitive? C'est que l'utilisateur, une fois qu'il est connecté à la plateforme, ok, l'onboarding a été fait, il sait ce qu'il peut faire, etc. Mais il veut potentiellement pouvoir modifier son mot de passe, son adresse, gérer des choses, ses données, ses informations, vraiment au niveau du compte. On parle vraiment du compte. Et pour ça, il faut que ce soit intuitif, clair, simple et sobre. En gros, ça sert à rien de le noyer avec beaucoup de possibilités. Et je vois encore beaucoup de ça au début où je peux tout faire dès le début, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Là, on parle vraiment des choses qui sont essentielles. Après, les choses qui seront présentes que je vais vous montrer, c'est un plus, c'est un bonus,
ça va améliorer, mais c'est juste qu'ils viennent après qu'on commence à avoir du coup un peu plus de masse d'utilisateurs. On prend le temps d'améliorer des choses, d'apporter des petits détails et des petites features. Mais au début, à quoi je pense quand je pense à une gestion de compte intuitive et simple, où il y a des choses qui sont, entre guillemets, limite réglementairement parlant, obligatoires. J'ai pris comme exemple, là je vous montre, du coup on est sur Figma. Alors Figma, c'est un exemple, je vous en montrer un deuxième. Figma, quand je vais dans Settings, donc là c'est ce que je parle, les paramètres, on a une pop-up, et c'est simple et intuitif. J'arrive, je clique sur paramètres, j'ai mon compte, je peux faire quoi? Je peux changer mon image, changer mon nom, moi là je suis connecté avec mon adresse mail, un rôle, voilà. Et encore là, c'est un exemple en gros poussé, parce que Figma est comme conséquent, vous le savez, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais c'est que c'est quand je dis, là on dit intuitif, on n'a pas dit pas complet, d'accord? C'est intuitif. J'arrive, je clique sur mon compte, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux changer, pas faire, c'est simple. Encore une fois, là on voit que je peux changer ma photo d'avatar, ça c'est le genre de fonctionnalité bonus. Je le classe vraiment dans la case bonus, c'est pas indispensable. L'utilisateur il vient de se connecter, il vient de s'inscrire, changer son nom, oui, pourquoi pas, mais encore une fois c'est pas indispensable, à part s'il a fait une faute, mais au pire des cas, c'est pas dramatique. L'adresse mail, ça peut être intéressant si il veut changer, parce qu'il veut passer un compte professionnel, etc. C'est des choses, ok, ça c'est un peu, on va dire mandatory maintenant, c'est vrai que c'est un peu bizarre de pouvoir changer son nom et son adresse mail aujourd'hui, mais c'est indispensable, non. Ce qui est indispensable par contre, pour revenir à ça, c'est le fait de pouvoir supprimer son compte. On est en Europe, RGPD, etc. Vous connaissez ça, réglementairement parlant, il faut que l'utilisateur puisse supprimer son compte s'il le souhaite et avec l'ensemble des données qui vont derrière. Là, on est sur Figma, donc c'est pas, ils sont peut-être pas sous l'égide européenne, je ne sais pas, mais entre guillemets, voilà. Là, on voit à l'écran typiquement changer la langue. Ça, encore une fois, c'est une fonctionnalité bonus. Tout ce que je vous montre et ce que je vais vous montrer, je le rappelle, c'est à contextualiser avec votre SaaS, avec vos services et du coup vos compétences et vos possibilités. Là, on parle vraiment des choses qui sont indispensables. Changer son mot de passe, changer son nom, son email et pouvoir supprimer son compte. Ça, de base, c'est vraiment au niveau des données, c'est le truc de base essentiel. À ça, bien sûr, on est sur un SaaS, vous le savez, et il est aussi essentiel et indispensable au niveau de la loi de pouvoir tout simplement, qui dit SaaS dit abonnement, l'utilisateur s'est inscrit, s'est abonné, il faut qu'il puisse tout simplement supprimer son abonnement facilement et rapidement, voilà, sans problème. Il ne faut pas qu'il ait 36 000 manipulations à faire. Légalement, il doit pouvoir annuler son abonnement à tout moment. Il doit avoir un accès et un lien pour pouvoir se faire. Donc, que vous ayez une connexion, que vous utilisez Stripe ou pas, Portail ou pas, peu importe, il faut qu'il puisse supprimer, annuler, poser ce que vous voulez, son abonnement. En troisième partie, j'ai noté du coup un abonnement flexible. Ça aussi, j'ai l'impression que je me répète souvent, mais ça c'est ultra important d'avoir de la flexibilité dans le pricing que vous proposez à vos utilisateurs. Pour cet exemple, je pense que je ne peux pas trouver mieux que Webflow, qui a un plan d'abonnement, des plans forfaitaires tout simplement, qui est vraiment très varié et très fourni, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors on commence avec un starter free, donc là en général on est sur des freemium, on peut utiliser des fonctionnalités, on est bloqué, on est limité, c'est vraiment pour découvrir le produit en règle générale. Et ensuite on monte, comme vous le connaissez, basique, donc je fais 14, 23, 20, il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités. On voit bien que ça s'adresse au niveau commercial, marketing à différentes entreprises et en fonction de ce que vous voulez faire. Ça, encore une fois, c'est adapté à votre business plan. Et une partie entreprise, vraiment, où là, en général, c'est du sur-mesure. Et là, en général, au début qu'on commence, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. C'est quand on grossit. Et ce qui est intéressant en termes de flexibilité, parce que j'ai une flexibilité aussi dans les prix, mais j'ai une flexibilité aussi dans la façon dont je paye, mensuellement et annuellement. Ça, je vous l'ai déjà évoqué, mais c'est ultra important. Je peux faire un paiement mensuel ou annuel. Il y a des gens qui préfèrent payer leurs factures, leurs services à l'année. En général, c'est vrai qu'on est en fonction qu'on soit sur du B2B ou sur du B2C, on n'aura pas les mêmes envies, mais en général, une société, vous aimez bien, en gros, vous savez que vous utilisez ce service-là toute l'année, vous payez à l'année, comptablement parlant, c'est fait, c'est sorti, c'est des charges qui sont plus grosses d'un coup, vous pouvez déduire. Il y a toute une mécanique derrière qui fait qu'en gros, c'est souvent quand on est sur du B2C, qu'on paye tous les mois, parce que l'utilisateur, il y a un peu plus de churn, l'utilisateur part, revient, il l'utilise, il part, voilà. Tout ça, c'est encore d'autres mécaniques, mais en tout cas, là, d'un point de vue flexibilité, vous avez compris l'idée, c'est avoir plusieurs pricing qui sont disponibles et avec surtout la possibilité de pouvoir payer par mois ou à l'année. Comme ça, au moins, on répond à tous les besoins. Ceux qui veulent payer par mois, qui aiment bien gérer, qui préfèrent annuler à tout moment, et ceux qui sont sûrs, qui veulent payer à l'année pour économiser. Parce qu'en général,
100% du temps d'ailleurs, quand vous payez à l'année, vous avez une réduction, une promo sur le prix. Là, on voit bien qu'en gros, si je paye à l'année, je peux gagner jusqu'à 22%. Quand on est surutilisé un service, pourquoi se passer de 22% de réduction? Faut être fou. Donc voilà pour la partie pricing. Ensuite, on va parler du coup de notifications pertinentes. Alors pour ça, qu'est-ce que j'entends par notification pertinente? Alors, je ne parle pas des notifications d'un point de vue, on va dire, j'ai pris un exemple encore une fois, je suis sur Canva, où vous voyez, j'ai un petit onglet notifications, où là, j'ai des trucs, et ça me dit tout simplement, voilà, vous avez été, je vais juste remettre mon écran à droite pour être sûr, voilà. Ici, vous avez été notifié, bon, j'ai une notification de qui a fait quoi, j'ai des alertes, j'ai été tagué, il s'est passé ça. Ça, c'est une notification, effectivement, de système, on va dire, quoi, d'ordre général d'utilisation, quand on travaille en équipe, etc. Là, je parle vraiment de notifications de type snack bar. Alors, je vous donne un exemple tout bête. C'est un projet exemple que j'avais fait. Et en gros, on est dans le secteur de l'immobilier, c'est un truc de démo, prêtez pas attention au design, etc. On n'est pas là pour juger ça. On parle juste vraiment des snack bars et des notifications système importantes. Ça, c'est quand l'utilisateur fait une action sur votre produit, il doit avoir un retour. Pensez un peu comme quand vous avez votre téléphone. Vous prenez votre téléphone avec vous, un truc tout bête. Quand vous appuyez, je ne sais pas si vous avez, vous avez connu, je crois que le mec il a 70 ans, mais vous avez en gros, quand le tactile a commencé, il y avait un phénomène qui était assez étrange. Quand j'appuie sur tactile, vous savez, j'avais des retours, des vibrations. Quand vous appuyez sur votre téléphone tactile, vous sentez que vous avez une interaction avec la machine. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de phénomène où quand des gens n'aiment pas ne pas avoir le retour. Quand ils appuient sur le bouton, ils aiment bien sentir qu'en fait, il se passe quelque chose, que ça a bien été pris en compte. Comme quand vous jouez, par exemple, quand vous cliquez sur votre bouton, votre clic de touche de clavier, le cliquetis ou le clic de la souris fait que, ok, j'ai bien enclenché l'action. Et bien, c'est ce même biais qui va se passer avec, du coup, votre SaaS et votre produit. Je m'exprime, par exemple, là, sur ce bien-là, sur ce projet, je vais ajouter un bien. Ok, c'est un exemple tout bête. On prend n'importe quoi, je remplis n'importe quoi, c'est vraiment pour vous montrer la popine. J'ajoute à la propriété. Cas numéro 1, je vais cliquer sur ajouter, donc faire une action. Donc j'ai fait une action. Le bouton me dit bien ajouter quelque chose. J'ajoute. J'attends du coup, je me dis si je fais quelque chose, une action égale réaction. Donc si je clique sur ajouter, je m'attends à avoir une réponse. Je clique sur ajouter. Tout de suite là on voit bien, vous le voyez bien en bas à droite, on voit bien qu'il y a une notification importante pour l'utilisateur, pour l'expérience. Ok, ce que je viens de faire, ça a bien été pris en compte et je vois bien, j'ai un message qui me dit que le bien immobilier a été créé avec succès. Donc là on comprend, l'utilisateur comprend que ce qu'il vient de faire, c'était réalisé avec succès. Première étape, visuellement, ok, il est rassuré. Et ça marche aussi pour les erreurs. S'il y avait une erreur ou il y a eu un problème, alors il faut que je sois notifié. Il faut que je sache que quelque chose ne va pas. C'est ça les notifications qui sont pertinentes et qui sont indispensables. Chaque action qui doit amener à un résultat, vous devez avertir l'utilisateur que tout s'est bien ou, dans le cas contraire, ne s'est pas bien déroulé, mais c'est ultra important de le notifier, que visuellement, soit quelque chose. Ensuite, vous mettez les codes couleurs, vert, c'est classique, feu vert, on passe, vert, c'est positif, on sait que c'était validé, rouge par exemple, orange, il y a une alerte, vous avez compris le mécanisme, mais ça c'est ultra important à mettre en place pour l'expérience utilisateur. Maintenant c'est devenu mandatory, c'est devenu quelque chose on ne peut plus s'en passer. On ne peut pas avoir un produit, j'ai cliqué sur un bouton, par exemple si je clique sur quelque chose, là c'est simple, c'est parce que je vois que le bien, la carte a été rajoutée, donc je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un truc en plus, mais réellement, dans un autre contexte, je ne peux pas forcément voir. Par exemple, enregistrer un document. Je suis sur une page, je clique sur enregistrer, si on ne me le notifie pas et que je dois retourner dans mes biens, vous voyez, si je fais une action qui a un impact à un autre endroit, si je dois aller à l'autre endroit pour vérifier que c'est bien fait, c'est que ça coince. Donc voilà un peu pour l'idée de notification, vraiment tout au long du processus, c'est la même chose pour les formulaires, etc. Notifier l'utilisateur que tout ou pas, mais il s'est passé quelque chose et quel est le résultat, tout simplement. Ensuite, on va passer au 5e point qui est du coup des intégrations avec des produits populaires. Alors, les intégrations API, c'est potentiellement en fonction de votre état, encore une fois, de votre contexte et de votre service, de votre SaaS, pertinent ou non. Mais c'est vrai qu'en général, pour du B2B, encore une fois, je vais m'axer là-dessus, c'est intéressant d'avoir des connexions avec d'autres outils. Par exemple, Slack. Je vais prendre ça comme Slack comme exemple, ou même Notion, peu importe. Mais en gros, là, on va rester sur cette page-là. J'ai ajouté un bien, quelque chose comme ça, ou quelqu'un s'est inscrit, ou peu importe ce qui s'est passé, l'utilisateur va utiliser mon service. Ça peut être intéressant pour lui de pouvoir connecter ça avec son CRM, comme HubSpot,
ou Slack en l'occurrence comme je viens d'évoquer, attention, quelqu'un s'est inscrit à machin, etc. En gros, l'idée, c'est de pouvoir intégrer des outils qui sont ultra populaires pour pouvoir faciliter la communication entre des services ou des outils que l'utilisateur utilise déjà au quotidien et dans tous les cas, il ne se détachera pas et qu'il n'est pas forcément un concurrent avec votre service. Vous utilisez une plateforme comme en gros, même WhatsApp. Quelqu'un s'inscrit ou quelqu'un a ajouté un bien, quelqu'un vous a envoyé un message, et ben je peux, en mettant des API externes connues comme WhatsApp, automatiser ça en disant, par exemple, voilà, quand quelqu'un s'inscrit, l'utilisateur il utilise, par exemple, on va dire que là, je peux me connecter mon WhatsApp, ok, sur ce compte-là. Je fais une intégration, j'ajoute WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur peut dire, en gros, il connecte son compte WhatsApp, par exemple, il met sur son téléphone. Dès qu'il va se passer une action que vous aurez définie qui sera pertinente pour votre service, il va recevoir potentiellement une notification. Ou lui-même, quand il va utiliser votre service, il va pouvoir connecter un service à lui pour l'intégrer à sa routine, à son automatisation et recevoir les notifications qu'il va pouvoir gérer. Ça peut paraître un peu complexe, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment très pertinent à mettre en place et qui apporte beaucoup de valeur et de la valeur perçue et du sérieux dans un SaaS. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas, je ne vais pas dire indispensable pour pas vous faire peur, mais ça va devenir, je pense, dans quelques temps, vraiment indispensable d'avoir ce genre de produit pour pouvoir répondre au maximum de choses et enlever cette barrière entre un nouveau service et les services que j'utilise déjà actuellement. Et ça, c'est vrai que c'est souvent un frein, parce que les gens utilisent déjà des services actuellement, des outils, et ils vont se dire « Ah, encore un outil !» Et du coup, finalement, encore, plus encore, plus encore, ça fait que j'ai 3, 4, 5 outils différents, ils ne communiquent pas entre eux, ben à un moment donné, ça devient chronophage, pénible, et ça commence à coûter cher, parce que du coup, je dois utiliser plusieurs services pour faire la même chose, pour communiquer. Ça se trouve, je dois prendre encore un autre abonnement, mec, machin, etc. Alors que ça se trouve, ou N8N, peu importe, pour automatiser ou pour être notifié, parce que du coup, je trouve des petites astuces. Alors que si mon SaaS proposait de base, nativement, des intégrations avec soit du Make, du Zapier, du Slack, du WhatsApp, et ben l'utilisateur pourrait se dire ah ok, du coup je peux directement sur la notification, j'ai pas besoin d'avoir ça, je peux me séparer de ci, de ça. Vous voyez un petit peu la mécanique, c'est ultra important. Je le mettrai pas dans indispensable, mais vraiment ultra important. Même si on est dans les vidéos des indispensables, ça fait quelque chose d'indispensable dans les mois voire années à venir. Donc pensez-y si vous avez les ressources et le temps pour faire ça. Et encore une fois, si vous êtes c'est pertinent avec votre cible et votre produit, faites-le, c'est vraiment game changer clairement pour l'utilisateur final. Alors, pour le 6e point, j'ai noté du coup un support facilement accessible. Le support, la FAQ, tout ça, ça doit être quelque chose qui doit être vraiment ultra accessible pour l'utilisateur. Il a une question, il a une problématique, on parlait du chatbot, etc. Il faut qu'il puisse communiquer rapidement avec vos services. Pour cet exemple-là, je suis de nouveau retourné sur Webflow, qui propose, je crois, de mémoire, voilà, une belle partie, du coup, on est sur la page pricing, mais on peut retrouver cette FAQ, parce qu'en général, les gens ont des questions à ce moment-là. Au moment où je regarde le prix, je suis intéressé, j'ai peut-être d'autres questions. On met une FAQ en dessous et on voit directement que là, la FAQ, elle est vraiment conséquente et elle est vraiment bien présentée. Et derrière ça, on a encore aussi, ça c'est un next level, mais un support. Donc là, je parlais vraiment du support accessible. J'ai un lien direct pour, si j'ai besoin de support, je clique ici. Et là, du coup, on a le Help Center, le Webflow University, le Webflow Forum. Voilà. On n'allait pas aussi loin, attention, encore une fois, c'est adapté avec votre besoin et votre capacité à mettre tout ça en place rapidement et simplement. Donc le forum, on va l'oublier, c'est aussi on l'oublie. On peut parler du Help Center très rapidement, mais en gros, l'idée est là. Je clique sur Web Center, c'est un champ de recherche global, je tape ma recherche, mon besoin, j'ai des liens connexes ici avec les trucs les plus demandés, j'ai des petites cartes ici encore qui me ramènent. Voilà, Quick Help, je pense que ça me ramène potentiellement à une grosse FAQ, donc ça c'est pas ultra intéressant. Mais vous voyez, section d'aide, ici directement j'ai tous les items qui sont classés, donc en fonction de votre SaaS, ce ne sera pas aussi complet, pas aussi fourni, pas aussi complexe, mais l'idée elle est là. Il faut qu'il puisse en gros, avant même de dire où est le numéro de téléphone de cette société, je dois les appeler, ou comment les contacter directement, c'est ça qu'on enlève en fin de compte, c'est ça que vous vous dites. Si l'utilisateur se demande ou cherche votre numéro de téléphone, c'est ce qui a été mis en amont, la FAQ, le support client ne répond pas à ces questions, et c'est pas bon en général. Parce que là, gros problème, serveur, etc. Et encore, je parle des serveurs parce que on pourrait très bien avoir une page avec le statut des serveurs ou une page en gros qui vous alerte, qui alerte l'utilisateur, les serveurs sont en ligne, tout va bien. En gros, le problème vient de chez toi, nous, on n'a pas de problème. C'est un peu l'idée. Mais derrière ça, si l'utilisateur cherche à vous joindre ou à vous contacter par chat, c'est qu'il n'a pas trouvé la réponse ou qu'il est feignant, des fois aussi, hein, moi je le fais, qu'il est feignant, mais c'est qu'il n'a pas trouvé la réponse
avant de vous contacter. Et du coup, c'est que voilà, il y a un truc à regarder là-dedans. Et ça va vous enlever, beaucoup de friction au niveau de votre support, de votre service et de votre sollicitation des mails. Si vous avez créé un sav@monsas.com, et ben vous allez voir qu'en gros, vous allez avoir beaucoup moins de sollicitations. Ça couplé à un chatbot, en général, vous êtes tranquille. Mais l'idée est là, un support et une FAQ aux petits oignons pour vraiment répondre au maximum de questions les plus fréquentes, les plus récurrentes. Et en général, ces questions, vous allez avoir les réponses parce que en général, vous avez fait des bons tests avant utilisateurs, une bonne bêta avec les questions les plus fréquemment posées, que ce soit d'ordre. Quand on parle pas de... Des fois, il y a des questions d'ordre comptable, mais ça, c'est plutôt en gros dans la partie qu'on vient de voir avant avec la FAQ pour réassurer dans la partie pricing. Vous voyez, si on regarde un petit peu, quelle est la différence entre les différents plans, combien d'espace j'ai. Après, je pense qu'on a des notions de prix. Est-ce que je peux annuler mon abonnement? Ça, ces trucs-là, c'est OK, mais c'est pas assez précis. Il faut que ce soit précis et adapté à votre produit, l'utilisation et à la valeur. Là, on voit que j'ai l'onglet est-ce que Webflow est OK pour le SEO? Voilà, c'est une question fréquente qui peut se poser. Les gens qui utilisent effectivement du no-code, low-code, ils disent ouais, on entend souvent parler que Webflow pour le SEO, c'est pas terrible, on n'a pas beaucoup la main, machin, etc. Eux, boum, ils rassurent l'utilisateur. La question, elle est claire, elle est posée, elle est même googlisée, c'est une certitude. Ils y répondent ici et maintenant. L'utilisateur, on enlève le doute, on passe à l'étape suivante. Ok, c'est bon, voilà, en fait. Ouais, pour le SEO, c'est bon, allez, j'achète, je prends le premier pack. Vous voyez un petit peu l'idée, vous voyez un petit peu la mécanique. Voilà pour la partie du coup support. Et enfin, le 7e et dernier point, la dernière fonctionnalité, c'est un dashboard simple, efficace, intuitif. Pour cet exemple-là, on a parti sur le petit projet maison. Pour vous donner un exemple, je vous ai fait un petit dashboard ultra simple, où là, on voit, je me suis connecté, j'arrive sur mon dashboard, on voit bien que je suis sur la partie tableau de bord ici. Voilà, vue d'ensemble, le message est clair. Bon retour parmi nous, Timo, c'est moi hein, forcément. Des petits stats, des petites analyses, boum, des raccourcis, des liens simples, efficaces. Alors attention, encore une fois, là on est sur un projet d'immobilier. Donc l'idée c'est en gros d'avoir des statistiques et des données qui soient représentatives du service que vous proposez. Donc là l'exemple c'est qu'en gros j'ai le total de mes revenus qui apparaît, qui me saute à l'écran, le total de mes dépenses, le nombre de biens que j'ai, etc., etc. Je pourrais en rajouter des centaines, une carte avec des biens, bref, on peut imaginer énormément de choses. Mais il faut avoir une sorte de résumé des informations qui sont proposées par le service ou que j'ai faites. Donc prenons un autre exemple que ce dashboard là qu'on voit actuellement, ce magnifique dashboard. Prenons l'exemple de, par exemple, vous avez un SaaS qui permet aux utilisateurs de générer par IA des magnifiques blogs, des magnifiques articles de blog. J'y arrivais. Et ben disons qu'en gros sur le dashboard j'arrive, donc là je peux générer, j'ai généré 5 articles la semaine dernière, je me reconnecte la semaine suivante, sur mon dashboard j'arrive, je vois, ah ok, vous avez généré 5 articles la semaine dernière, j'ai 4 articles publiés, j'ai 2 articles qui sont en brouillon, j'ai 5 articles qui sont mal référencés, vous voyez, des données comme ça, rapides, qui résument un petit peu la situation globale dans son ensemble. Il vous reste 18 crédits, 100 crédits, votre abonnement expire bientôt. Vous voyez, des données. En fait, il faut se projeter. Quand je me connecte, dans mon tableau de bord, c'est vraiment l'endroit où je pilote. C'est la zone, c'est la tour de contrôle. J'arrive ici. Il faut qu'en un clin d'œil, quand je me connecte, j'ai un résumé un petit peu de la situation, un snapshot, un screen de la situation au moment où je me suis connecté. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mes stats, c'est ça, ok, ça remonte, c'est bien, ok, c'est bon, allez, c'est parti. Je vais créer un bien, hop, je vais ajouter un locataire, boum, hop, je fais mon petit truc, tac, 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 je reviens, mon dashboard, il se met à jour automatiquement, pas de souci. Voici un autre exemple de dashboard qui est un peu plus fourni et qui vous parlera peut-être plus. On est sur Webflow, donc forcément c'est un peu plus complexe. On est sur quand même un SaaS qui propose un service complexe. Donc forcément les choses derrière sont aussi complexes. Mais derrière, c'est simple. On voit bien qu'en gros, j'ai tous les sites que j'ai créés avec mon Webflow. Je peux revenir au tutoriel si je veux reprendre le point de départ. J'ai accès du coup à mes paramètres, à mon abonnement. Tout ce qu'on a évoqué depuis le début est présent ici. On voit encore API et intégration. Voilà. C'est simple, intuitif, clair. J'ai 5 liens pour faire des actions principales, pour gérer mon compte et pour avoir une vue d'ensemble. Là, la vue d'ensemble, c'est le site. Mais vous l'avez bien compris, quand vous êtes en fonction de votre SaaS, vous avez une vue d'ensemble de votre produit à vous et de votre service. Ces 7 fonctionnalités, ces 7 features ne sont pas des options. Ce sont des fondamentaux pour avoir un SaaS solide. On va tout de même
potentiellement mettre quand même la partie avec les API intégration entre parenthèses, mais pour le reste, en tout cas, c'est vraiment indispensable. Ça vous assure une base solide. Attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces features day one, le jour 1 de la sortie de votre SaaS, mais il faut absolument les avoir à terme, une fois qu'en gros vous êtes stable et vous voulez scaler. Ça va vous permettre du coup de grandir, d'avoir une croissance beaucoup plus forte et surtout d'augmenter votre taux de rétention en gardant l'utilisateur, en le tenant informé et tous les points qu'on vient d'évoquer.